Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors mon invité aujourd'hui est un des experts en ce qui concerne le changement climatique. Alors si je l'ai invité, c'est qu'il va venir dans notre département faire une conférence dans le cadre de Ma planète et moi. Donc il s'agit de Serge Planton. Alors bonjour Serge Planton. Bonjour. Alors vous êtes polytechnicien, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, et vous êtes diplômé aussi de l'École nationale de la météorologie. Alors moi, ma première question, puisque vous avez aussi dirigé le groupe de recherche climatique du Centre national de recherche météorologique, je crois que c'était en Occitanie. C'était à Météo France. À Météo France, oui. Et donc, ma question, pourquoi, en tant que polytechnicien, après, avez-vous choisi justement comme secteur la météorologie ? Oh, c'est par intérêt pour le sujet. Disons, je m'étais initialement un petit peu tourné vers l'astrophysique, et puis c'était un cycle d'études qui était différent. J'avais la possibilité de rentrer directement dans l'école de la météorologie, donc j'ai fait ce choix-là qui était, parce qu'on reste quand même dans le domaine de l'étude. Voilà, de notre environnement terrestre ou céleste, mais en tout cas avec aussi une option, un intérêt particulier aussi pour la recherche dès ce moment-là. J'ai souhaité faire ma carrière dans le domaine de la recherche. Oui, puisque c'est une unité où il y a aussi le CNRS qui est impliqué. Oui, c'est cela. Le centre où j'ai travaillé, donc le Centre national de recherche météorologique à Météo France, c'est une unité mixte CNRS et Météo France, c'est un centre de recherche dans lequel on ne considère pas que les questions climatiques, c'est la prévision aussi météorologique qui est étudiée, qui est analysée. On essaie de faire progresser les modèles de prévision météorologique dans ce centre. Et puis, il y a une unité spécifique qui s'intéresse au climat. Voilà. Alors, vous êtes impliqué aussi dans le projet Train du climat. Et vous êtes aussi dans l'association Météo et Climat. Et c'est dans ce cadre-là, je crois que vous intervenez donc dans le cadre de la conférence avec Ma planète et moi. Alors, le titre de la conférence, c'est le changement climatique de la planète à l'Occitanie. Alors, j'aimerais peut-être que vous définissiez d'abord, parce que c'est vrai que les gens ont peut-être tendance à faire un amalgame entre météo, changement climatique. Qu'est-ce qui définit le changement climatique ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est vrai que c'est une question surtout de différence d'échelle de temps. Quand on parle de météo, on s'intéresse simplement au temps qu'il fait à un lieu donné, à un moment donné, et à l'échelle de quelques jours seulement, que ce soit sur le passé ou le futur, quand il s'agit de prévisions météorologiques. Alors que le climat, c'est sur des temps longs. Typiquement, les climatologues ont défini une période de 30 ans pour définir ce qu'est le climat de la France, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que le climat ne varie pas en deçà de cette période, c'est-à-dire sur des périodes plus courtes que 3 mois. Et donc le climat, on peut dire que ça commence déjà des variations de l'échelle du mois jusqu'à l'échelle de plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'années. Mais quand on parle du changement climatique à proprement parler aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à une variation qui est plutôt d'ordre de quelques dizaines d'années, quelques siècles, voire jusqu'à quelques milliers d'années, quand on considère les variations dans les océans, dans les glaces. Et puis, on sous-entend aussi à chaque fois que c'est un changement climatique qui est d'origine humaine. Or, le changement climatique n'est évidemment pas que d'origine humaine. Bien sûr. Alors on dit qu'une des premières origines de ce changement, alors ça remonte à très longtemps, c'est l'excentricité orbitale de la Terre. Oui, exactement. Donc, puisque en fait la forme de l'orbite de la Terre autour du Soleil, on pratique presque un cercle, mais c'est pas tout à fait un cercle.
c'est plutôt une forme ovale. Et en fait, cette forme-là évolue au cours du temps, à des échelles de temps qui sont très longues. Il y a un cycle de variation qui est de 100 000 ans. Et donc, tous les 100 000 ans, l'ovale est plus étiré, et puis, donc, tous les 100 000 ans, il est également plus rond. Donc, la variation se fait en 50 000 ans entre les deux formes. Et donc, cela, c'est à l'origine des cycles glaciaires, de l'alternance des cycles glaciaires interglaciaires, parce que quand l'ovale est plus étiré, la distance moyenne entre la Terre et le Soleil augmente, et donc la Terre reçoit moins d'énergie radiative, d'énergie solaire, et donc, bien, relativement à les périodes où c'est l'inverse, où elle est plus proche, eh bien, le climat est plus froid à ce moment-là. Et le climat glaciaire est pourtant un climat extrêmement différent du climat interglaciaire dans lequel on se trouve aujourd'hui, puisque par exemple, il y a donc là le dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire le moment où l'ovale était le plus étiré, c'était donc il y a 20 000 ans, et à cette période-là, eh bien, la calotte qui est actuellement limitée simplement au Groenland, s'étendait jusque à la latitude de l'Angleterre actuelle. Et le niveau des océans était 130 mètres plus bas, parce que justement, les calottes étant beaucoup plus importantes, elles stockaient une partie de l'eau de mer qui se trouvait sur les continents, et le niveau de la mer était donc plus bas. Donc un climat très différent, avec même des paysages sibériens donc en Europe de l'Ouest, et dans la région Occitanie, finalement, c'est aussi des paysages de pays très froids. On a même d'ailleurs relevé à la grotte Cosquer des peintures rupestres qui datent de cette époque-là et qui montrent des pingouins représentés. Et la grotte Cosquer, c'est une grotte qui est aujourd'hui immergée sous 37 mètres de profondeur dans la mer Méditerranée, alors qu'évidemment, à l'époque, elle était habitée par des humains et donc elle se situe bien sûr à l'air libre. Alors bon, c'est un sujet de préoccupation majeure, hein, le changement climatique, et surtout avec le réchauffement, mais ce n'est pas le seul effet ou la seule conséquence. Alors moi, une question que je me pose, quelles sont les méthodologies qui ont été utilisées pour déterminer, par exemple, la température moyenne à la surface de la Terre ? Oui, alors donc effectivement, il a fallu pouvoir déterminer l'évolution de la température moyenne de la Terre pour faire le constat d'un réchauffement climatique, dont je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, qui est lui d'origine humaine, qui n'est pas d'origine naturelle, au contraire des cycles glaciaires, interglaciaires dont on vient de parler. Et donc l'estimation de la température moyenne de la planète, c'est pas effectivement quelque chose qui est facile. D'abord, il a fallu pouvoir disposer de réseaux d'observation suffisamment étendus, et cela, on en dispose depuis à peu près le milieu du 19e siècle, pour ce qui est des réseaux d'observation en surface, y compris d'ailleurs des observations en mer, parce qu'il y avait également, à ces époques-là, il commençait à y avoir des mesures sur des bateaux, des prélèvements d'eau de mer, avec des mesures ensuite de la température dans les seaux qui étaient utilisés pour prélever cette eau de mer. Et donc on a des enregistrements de température sur les océans, mais donc aussi terrestres, qui ont été faits à la même époque et qui permettent de reconstruire la température moyenne de ces périodes-là. Alors, on n'a pas beaucoup d'observations, mais il faut dire que pour la température, on n'a pas besoin de beaucoup d'observations pour bien contraindre, bien estimer, avec une erreur qui est acceptable, la température moyenne de la planète. Ce n'est pas le cas pour les pluies, par exemple, pour les précipitations qui sont beaucoup plus variables dans l'espace et dans le temps. Et donc, on a pu reconstruire la température depuis cette période du milieu du 19e siècle et jusqu'à, évidemment, nos jours, et avec cette fois des observations beaucoup plus complètes, y compris d'ailleurs des observations satellitaires qui permettent d'avoir une estimation dans des régions qui ne sont pas visitées et d'avoir donc une observation par le rayonnement qui est recueilli par les satellites. On peut reconstruire aussi la température de surface de ces régions difficilement accessibles dans certains cas. Et alors pour le moment, je crois que la température, c'est 1,1 degré. Alors c'est ça, le réchauffement est de 1,1 degré et un dixième, même on s'approche de 2 dixièmes maintenant en fait, parce que la publication du GIEC, c'était déjà 2021 et il y a encore une augmentation supplémentaire de la température, enfin on n'est pas encore à 1,2 degré, mais ça
on sait que ça continue à se réchauffer. Donc 1,1 degré, c'était l'estimation qui était effectivement publiée dans le premier volet du rapport du GIEC, du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc il y a en 2021, presque 2 ans. Et donc ça paraît faible finalement, seulement 1 degré, 1 d'augmentation. Alors il faut dire c'est par rapport à la fin du 19e siècle, donc à partir de ce moment où on pouvait reconstruire la température moyenne de la planète. Mais pourtant, 1,1 degré, c'est déjà très important, parce qu'il faut savoir, on parlait de période glaciaire interglaciaire, entre la période d'il y a 20 000 ans et la période actuelle, il n'y a eu une augmentation de la température que de 3 à 8 degrés. Il y a une grande fourchette d'incertitude, mais c'est de l'ordre donc de 5 degrés, on va dire, pour la valeur centrale. 5 degrés d'augmentation entre une période glaciaire et une période interglaciaire, et la température a déjà augmenté de 1,1 degré, et évidemment cette croissance de la température, on l'observe de manière continue aujourd'hui, et on sait que cela va se poursuivre. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le bilan en énergie et la température planétaire ? Oui, clairement le lien a été établi, c'est là qu'on retrouve la responsabilité humaine, justement par l'analyse du bilan d'énergie de la Terre, et puis cette observation de la température, le lien de cause à effet entre la variation de l'énergie reçue par la Terre et l'augmentation de la température climatique moyenne de la planète. Alors, donc, le bilan d'énergie, pourquoi est-il responsable ? Pourquoi les activités humaines sont-elles liées à une variation du bilan d'énergie de la Terre ? C'est à cause des émissions de gaz dits à effet de serre. À effet de serre, bon, c'est par analogie une image avec la serre du jardinier, à l'intérieur de laquelle la température s'échauffe lorsque elle est éclairée par le soleil, et parce que la chaleur à l'intérieur de la serre se retrouve piégée, et donc de ce fait la température augmente. Alors c'est une image imparfaite, mais disons ça donne une première idée. Et à l'échelle de la Terre, le phénomène qui se passe, c'est que certains gaz que l'on dit à effet de serre, dont le premier c'est la vapeur d'eau, mais le deuxième plus important, et surtout important parce que celui-là est émis pour une large part par des activités humaines, sa croissance en tout cas est due aux effets des activités humaines, c'est le dioxyde de carbone, le CO2, donc piège la chaleur aussi qui est émise par la Terre, et de ce fait-là, la Terre se réchauffe davantage que si ces gaz n'étaient pas en quantité aussi importante dans l'atmosphère. Donc il y a un effet amplificateur du réchauffement qui est lié à la présence de ces gaz qui sont émis par les activités humaines. Alors j'ai cité le CO2, il y en a d'autres, il y a aussi le méthane, ouais. Et puis le protoxyde d'azote. Alors ce sont les 3 principaux, il y en a d'autres, mais ce sont les 3 principaux. Et en quoi ils sont liés aux activités humaines, ces gaz-là, l'augmentation des concentrations de ces gaz dans l'atmosphère? Bien, pour le CO2, c'est à cause de l'utilisation des combustibles fossiles, à commencer par le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Voilà. Donc ce sont ces combustibles, parce que finalement l'homme va rechercher dans les profondeurs de nos sous-sols du carbone qui a été stocké par des processus naturels qui provient de la décomposition végétale, du cycle du carbone en général. Et donc ce carbone, il s'est accumulé dans les sols il y a plusieurs millions d'années, dizaines de millions d'années, et voire davantage. Et l'homme va rechercher ce carbone dans les sous-sols qui est sous forme de charbon, de pétrole, de gaz naturel, sous forme de combustible pour l'utiliser pour ses besoins énergétiques. Et cette combustion de ces combustibles-là génère du CO2 qui va venir pour partie s'accumuler dans l'atmosphère, et pour une autre partie va être recaptée par des puits naturels que sont la végétation et les océans. Mais il en reste chaque année presque la moitié de ce que l'on émet qui reste de l'atmosphère, et puis on peut même affirmer que sur l'ensemble des émissions, il y en a presque, alors là aussi la fourchette est assez large, mais disons que pratiquement 20%, c'est une valeur moyenne, qui pourrait être encore là dans l'atmosphère pendant au moins 1000 ans. Donc c'est pour dire que le CO2 est vraiment, là on parle des émissions de CO2, du dioxyde de carbone, le CO2 est vraiment le gaz qui est le plus préoccupant. Le cycle de vie du méthane dans l'atmosphère est plus court, c'est autour d'une dizaine d'années.
Et donc, c'est du fait de l'augmentation, surtout depuis le développement de l'activité industrielle, mais, alors, qui a commencé au XVIIIe siècle, mais qui est surtout développée au XIXe siècle, et puis jusqu'à évidemment très récemment, ça s'est encore accéléré. C'est du fait de l'utilisation de ces combustibles pour notre énergie que les concentrations du CO2 ont très fortement augmenté. Voilà, on a des augmentations qui dépassent les 40% par rapport à ce qu'elles étaient avant le début de la période industrielle. Et ce sont des très faibles quantités, mais on sait que ces gaz, et là, ça peut être prouvé scientifiquement par les apports finalement des connaissances accumulées, des connaissances théoriques, mais aussi de la modélisation informatique, et la puissance des calculateurs y a été pour beaucoup, donc a permis de démontrer qu'il y avait bien un lien de cause à effet entre l'augmentation des concentrations de ces gaz, en particulier le CO2, mais pas seulement, et par ailleurs le réchauffement climatique que l'on observe. Alors justement, donc vous appartenez à ce groupe d'experts intergouvernementaux. Est-ce que, donc c'est le 6e rapport qui vient d'être publié le 20 mars, est-ce que les précédents rapports ont été suivis d'effets? Parce que bon, il y a la population, mais il y a aussi peut-être au niveau des États, peut-être des mesures aussi à prendre. Et quelles sont les conclusions donc, de ce sixième rapport? Oui, alors bon, pour être juste, maintenant je ne suis plus contributeur aux travaux du GIEC, simplement de manière marginale, en redisant quelques pages dans ce 6e rapport. J'ai été donc plutôt dans les précédents, à partir du 3e jusqu'au 5e, contributeur plus actif lorsque j'étais en activité professionnelle. Mais donc pour revenir sur votre question, en réalité, évidemment, ce rapport n'a fait que rappeler ce qui avait été dit déjà dans les précédents, déjà sur la responsabilité humaine, plus affirmatif quand même que le précédent sur cette responsabilité humaine, puisque maintenant le terme qui est utilisé, traduit en français, c'est que l'activité humaine est sans équivoque responsable du réchauffement climatique depuis le début du XXe siècle. Et puis, donc, est-ce que ça a été suivi des faits? Déjà, lorsqu'on disait que c'était très probablement, donc c'était déjà quand même à plus de 90% de chance, c'est le terme qu'on utilise, mais que c'était bien la responsabilité humaine qui était derrière ce réchauffement que l'on observait. Bien, et il y en a eu quand même. Il y a eu des prises de position des gouvernements, et puis ça aboutit quand même à la signature de l'accord de Paris. L'accord de Paris acte le fait que les gouvernements s'entendent pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Alors c'est 2 degrés justement par rapport à la température du milieu du 19e siècle. Donc quand on disait tout à l'heure qu'il y avait 1,1 degré d'augmentation, voilà, il ne faut pas que ça augmente de plus de 1 degré par rapport à déjà cette augmentation pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Et tendre aussi même vers faire des efforts nécessaires pour essayer d'atteindre même un réchauffement limité à 1,5 degré. Donc c'est l'accord de Paris, et donc quand même, ça a été un résultat qui a été salué à juste raison comme étant un accord qui pour la première fois réunissait à la fois les pays industrialisés et les pays émergents. Et ce sont aussi d'ailleurs des pays particulièrement vulnérables qui ont tenu à ce que l'engagement se porte sur un réchauffement limité à 1,5 degré, en tout cas faire les efforts nécessaires pour l'atteindre. Il y a même eu une commande qui a été faite par les représentants gouvernementaux au GIEC pour analyser quelles seraient les différences entre un réchauffement à 1,5 degré et un réchauffement à 2 degrés. Et la conclusion était d'ailleurs de démontrer qu'il y avait bien une différence en termes d'augmentation du niveau des mers, d'importance sur l'accentuation des événements extrêmes, et on voit un impact, un effet, et donc on sait que maintenant un demi-degré, cela compte, et donc les gouvernements se sont entendus. Pour autant,
les engagements qui ont été pris ne sont pas encore suffisants pour se situer sur cette trajectoire. On est actuellement, si les engagements donc étaient effectivement confirmés, on aurait, et ceux qui ont été pris dans les réunions suivantes qui ont eu lieu depuis 2015, eh bien, on serait sur une trajectoire à 2,7 degrés, et sans renforcement, on est sur une trajectoire plutôt de réchauffement de 3 degrés avec les engagements qui ont été mis en place avec les mesures qui ont été mises en œuvre jusqu'ici. Donc voilà, entre 2,7 et 3,2 degrés, enfin c'est l'ordre de grandeur. Donc on n'est pas encore sur la trajectoire de 2 degrés de réchauffement comme ça a été signé dans les accords de Paris. Il faut renforcer cet effort, et 2023, c'est une date clé parce que c'est la date du premier bilan. Ça aussi, ça a été décidé à la COP 21. Premier bilan que l'on fera à l'échelle internationale pour savoir sur quelle trajectoire on se situe, même si c'est suivi d'année en année, bien sûr, mais en tout cas pour en tirer les leçons, pour prendre des engagements complémentaires, supplémentaires. Voilà, donc on en est là, mais évidemment, il ne faut pas non plus compter que sur les décisions gouvernementales. Oui, c'est l'affaire de chacun. Et alors c'est l'affaire de chacun, et c'est l'affaire, quand on dit chacun, ça ne veut pas dire simplement le simple citoyen, évidemment. Oui. On va faire retomber toute la responsabilité sur le simple citoyen, qui n'a pas forcément tous les choix, justement, au cours de dans ses achats en particulier. Donc ça veut dire que aussi, il faut qu'il y ait une offre industrielle, il faut qu'il y ait également la possibilité d'acheter plus localement qu'actuellement. Il faut savoir par exemple que pour la France, les émissions de gaz à effet de serre tout confondu, donc CO2, méthane, protoxyde d'azote, donc par l'ensemble des secteurs, bien, elle est en constante diminution. Ça c'est la bonne nouvelle depuis 2005 en particulier. Par contre, ce qui diminue mais beaucoup plus lentement, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Parce que dans l'empreinte carbone, on compte aussi le bilan de nos achats, et puis de nos ventes, donc des importations, des exportations, qui reviennent finalement à délocaliser les émissions de gaz à effet de serre. Parce que quand on achète un produit qui a été fabriqué ailleurs, bien, on attribue les émissions liées à la fabrication de ce produit à l'endroit où il a été fabriqué. Et on ne les attribue pas à la France, à moins de compter ce qu'on appelle donc l'empreinte carbone, qui permet de rajouter donc les effets nets de nos achats et de nos ventes. Et il faut donc, en fait, dans le bilan de carbone, de gaz à effet de serre, confondu, de la France, il faut augmenter de 50% par rapport aux émissions sur notre propre sol. Voilà, donc preuve qu'il y a des domaines dans lesquels il faut encore que l'on progresse, bien évidemment. Oui, alors il y a un de vos collègues climatologues qui appartient justement au GIEC qui disait à la publication du rapport « Plus on attend, plus l'onde de choc sera forte ». Oui, on peut le formuler comme cela. Et bien sûr, c'est ce que dit d'ailleurs le dernier rapport du GIEC. Vous m'interrogez un petit peu sur les messages du dernier, qui n'est pas novateur quand il parle de la responsabilité humaine. Évidemment, sur le changement climatique, est connu maintenant, qui s'est confirmé de rapport en rapport. Il est beaucoup plus précis sur les impacts régionaux maintenant, effectivement. Et puis, il insiste aussi sur le temps qui nous reste pour pouvoir assurer donc à tous un avenir viable et durable. Alors, ça me donne l'occasion quand même de dire il faut faire attention dans l'interprétation, malgré tout, de ce message-là. Quand on dit qu'il faut assurer à tous un avenir viable et durable, ça ne veut pas dire un avenir viable pour la planète simplement. Ça ne veut pas dire que la planète ne serait plus viable du tout, bien entendu. Et ça, malheureusement, il y a eu cette interprétation après la publication du troisième volet du rapport, qui a fait dire à certains qu'il ne nous reste plus que 3 ans pour garantir une planète viable. Non, en fait, ce n'était pas ce qu'avait écrit le rapport du GIEC, effectivement. Et dans le rapport du GIEC, il était écrit, on pouvait traduire le fait qu'il restait 3 ans, c'est-à-dire en fait jusqu'à 2025, au moment de la publication du rapport, pour assurer
de limiter le réchauffement à 1,5 degré avec une probabilité de 50%, d'avoir une chance sur deux d'atteindre le réchauffement limite de 1,5 degré. Or, évidemment, si la température s'élève au-dessus de 1,5 degré, ça ne veut pas dire que la planète n'est plus viable. Malheureusement, cette interprétation a été donnée et puis certains l'ont prise parce qu'ils l'ont prise un petit peu au pied de la lettre et parce qu'ils l'ont entendu communiquer de cette façon-là. Et donc, c'est une communication qui est particulièrement désespérante et fausse en réalité. Donc, évidemment, tous les efforts comptent et il ne faut pas considérer que parce qu'on n'aura pas atteint un objectif que l'on s'était donné, qu'on est dans une situation absolument irréversible et catastrophique. Il y a des irréversibilités dans le système, mais c'est des irréversibilités aussi souvent à l'échelle humaine, puisque, évidemment, comme vous le savez sans doute, la difficulté au sujet du changement climatique, c'est qu'on est sur des temps extrêmement longs et les actions que l'on décide aujourd'hui, elles sont urgentes en ce sens qu'on ne verra le résultat que dans une vingtaine d'années. Et donc, il ne faut certainement pas attendre de subir toutes les conséquences, et parce que plus on retarde, donc je reviens un petit peu à la formulation initiale, effectivement, et plus ça deviendra difficile d'agir et difficile d'atteindre les objectifs, donc là, de la COP21, au moins limité à 2 degrés, voire davantage, limité encore davantage. Là, donc, effectivement, il ne faut pas attendre pour agir maintenant. Alors, ce que dit le nouveau rapport, il considère que la prochaine décennie est vraiment cruciale de ce point de vue-là pour garantir donc un avenir viable et durable pour tous, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait des endroits de la planète, mais pas toute la planète, mais tout de même quelques endroits où on ne pourra plus vivre. Bien, par exemple, ce sont les zones qui vont être submergées à cause de l'augmentation du niveau des mers. Et donc, c'est d'ailleurs les États insulaires qui ont beaucoup insisté pour qu'on essaie d'obtenir l'objectif à l'accord de Paris un des objectifs soit de limiter le réchauffement à 1,5 degré et pas seulement à 2 degrés. Parce que l'augmentation du niveau des mers, elle, va se poursuivre même si on stabilise la température à un niveau qui pourrait être de quelques degrés, mais le niveau des mers, lui, continuera à augmenter. Voilà, donc il y a des zones qui deviendront donc inhabitables, y compris aussi si on est sur les plus forts réchauffements. Heureusement, on n'y est plus sur cette trajectoire-là pour l'instant. Donc, il faut évidemment, pour les années actuelles, bien sûr, c'est pour éviter qu'il y ait des zones où il soit plus possible de vivre parce qu'on subirait des vagues de chaleur humides pour lesquelles nos organismes ne pourraient pas, finalement, que nos organismes ne pourraient pas supporter. On sait qu'il y a des seuils de température qu'on ne peut pas dépasser dans des conditions de très forte humidité. Alors ça concerne en particulier les régions tropicales, mais des régions tropicales très humides. Voilà, donc là, le risque de mortalité pour certaines, donc de rendre invivables certaines régions pendant une bonne partie de l'année, eh bien ça c'est dans les situations de scénarios de très fort réchauffement. On est sur des 5 à 6 degrés de réchauffement. Et comme je le disais, heureusement, on n'est plus sur ces scénarios-là. Mais il y a des points de vigilance à avoir pour certaines régions qui sont particulièrement vulnérables quand même. Il est important donc aussi de sensibiliser les nouvelles générations et je crois que lors de votre venue, là, vous allez aussi faire des conférences devant des élèves du primaire, des collèges, des lycées, donc c'est aussi important puisque ils vont avoir un rôle important à jouer dans cet avenir. Oui, alors effectivement, je vais intervenir plutôt auprès d'élèves d'ailleurs de collège et des CM1, CM2. Alors, évidemment, à ces jeunes, moi, ce que j'ai envie de leur dire, ce n'est pas que ce sont eux qui sont responsables de la situation évidemment qui se produit, ni même que c'est eux qui ont apporté finalement sur leurs épaules l'avenir finalement climatique de notre planète, parce qu'il s'écoulera beaucoup de temps avant qu'ils aient pouvoir de décision qui peuvent être des décisions, même à l'échelle d'ailleurs de leur foyer. Ce sont les adultes qui prennent des décisions sur la façon de se chauffer, la façon de se déplacer, et puis même les
les achats pour la plupart du temps. Et puis, évidemment aussi, les décideurs économiques, les décideurs politiques sont bien plus âgés et c'est eux qui doivent agir et maintenant. Donc, évidemment, c'est pas pour leur faire porter la responsabilité des actions, parce que les actions doivent être prises maintenant et de toute façon, ils n'en auraient pas non plus tous les leviers finalement. Même dans très très peu. Et puis j'ai envie aussi de leur dire que justement il faut éviter des discours qui soient aussi trop catastrophistes. Je l'évoquais tout à l'heure, parce que malheureusement les informations qui sont inquiétantes, il ne s'agit pas d'être dans le déni non plus, mais pas non plus dans le catastrophisme, parce que le catastrophisme finalement ça peut être tout à fait contre-productif. Ça peut conduire à des situations dans lesquelles on se dit finalement, puisque la catastrophe est inévitable, à quoi bon faire quoi que ce soit, ou au contraire prendre une position qui consisterait à dire voilà, moi je vais essayer de m'en sortir de telle ou telle façon, et puis tant pis finalement pour la collectivité. Donc là je prends évidemment des attitudes caricaturales, mais qui peuvent être induites par un discours inutilement catastrophiste, enfin faussement catastrophiste. Alors que ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de lucidité pour savoir sur quel levier agir. Alors, à la fois donc pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre, donc limiter l'amplitude, l'ampleur des changements à venir, et puis aussi pour s'adapter à ceux qui ne pourra pas éviter. Parce que ça fait pas, finalement, il y a deux champs de solutions qui peuvent être mises en œuvre. Des solutions pour atténuer les effets du réchauffement climatique en limitant les émissions, et un autre champ qui n'est pas contradictoire avec le premier, qui est de s'adapter à des évolutions qui de toute façon vont se produire, mais qui peuvent être d'autant plus limitées qu'on aura davantage atténué. C'est pour ça que c'est extrêmement complémentaire. Mais pour dire quand même qu'il faut avoir les deux en tête, je prendrai un exemple. On utilise ce terme-là aujourd'hui, on parle de maladaptation. C'est-à-dire c'est prendre des mesures pour s'adapter au changement climatique, mais qui sont en contradiction avec ce qu'il faudrait faire pour l'atténuer. C'est l'exemple d'une climatisation généralisée. Quand il y a des vagues de chaleur, évidemment, les ventes de climatiseurs explosent, et c'est bien naturel, c'est un réflexe tout à fait naturel que d'acheter un matériel qui va permettre de passer ce cap du pic de chaleur. Mais il faut être vigilant sur le fait que si on ne fait que cela, si on ne fait que généraliser la climatisation partout et dans tous les bâtiments, ça va avoir l'effet inverse de l'effet attendu, parce qu'avec, bien sûr, on aura un effet immédiat de rafraîchissement dans les bâtiments, mais on va réchauffer les rues, puisque la chaleur qui est prise dans les bâtiments est en fait réinjectée ensuite dans les rues, donc aggraver les vagues de chaleur. Ça a été calculé d'ailleurs pour la ville de Paris, la canicule de 2003, si on avait doublé les effets de la climatisation, on aurait augmenté la température de 2 degrés supplémentaires pendant la canicule de 2003, en doublant les capacités de climatisation de la ville. Donc, on sait qu'on a cet impact, et puis on a aussi un effet sur la consommation d'énergie, parce que utiliser les climatiseurs, ça consomme de l'énergie. Alors, loin de moi, quand même, l'idée qu'il ne faut jamais climatiser, puisqu'il y a au contraire des bâtiments, par exemple, dans les EHPAD, il est important d'avoir des pièces qui soient climatisées pour préserver la vie humaine. C'est un caractère évidemment d'urgence sanitaire. Mais la généralisation, et c'est une mauvaise idée, parce qu'il y a d'autres solutions pour essayer aussi d'atténuer les effets des vagues de chaleur. Alors, d'abord, pour commencer, réduire les émissions de manière générale, et pour que les canicules du futur soient moins sévères qu'elles seraient si on n'avait pas réduit les émissions. Et puis, il y a des solutions en essayant de végétaliser les villes, à condition que ce soit la végétation arrosée. Donc, c'est pose en même temps ce qui lie cette question-là du rafraîchissement des villes à la question de l'eau. Donc, ce sont des solutions qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre, mais auxquelles beaucoup de collectivités territoriales, de services techniques, d'ingénieurs réfléchissent. Et il y a déjà des expérimentations qui sont faites.
Donc voilà, il y a des solutions, on les connaît, et c'est important d'essayer justement de les expérimenter à grande échelle et de les mettre en œuvre. Alors, donc, vous allez expliquer tout ça, je suppose, à votre conférence qui sera tout public, hein, le 31 mars à 20h30, donc au centre Albert Camus à Séméac. Alors, je précise que c'est une conférence qui sera gratuite, mais qui, par contre, demande une inscription sur le site de Festic, voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de gens à l'arrivée qui ne pourront pas trouver de place. Alors, en tout cas, je vous remercie pour ce temps passé à l'interview. Et puis, écoutez, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde à votre conférence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.